Bonjour, cette semaine, on va voir les questions de systèmes parallèles. Donc, dans les systèmes parallèles, on parle de notions qui sont quand même essentielles, centrales à l'informatique moderne, si ce n'est que de savoir que depuis le début des années 2000, on a des ordinateurs personnels qui ont plusieurs cœurs. Donc, c'est une avancée, c'est une façon de permettre à ce que la loi de Moore contribue au développement de l'informatique en disant qu'on avait atteint les limites en termes des processeurs individuels avec un seul cœur. Puis là, on est allé vers des processeurs à plusieurs cœurs. Du fait qu'on ait des processeurs à plusieurs cœurs implique, dans le fond, que nos programmes peuvent être parallélisés, peuvent être exécutés en parallèle sur les différents cœurs. On a aussi des systèmes multiprocesseurs où là, on a plusieurs puces, plusieurs processeurs ayant chacun plusieurs cœurs éventuellement, mais qui sont mis ensemble. Donc, sur une carte mère, on pourra avoir plusieurs chips différents qui vont fonctionner ensemble. Donc, c'est une façon un peu différente en termes d'implémentation, mais qui revient à avoir plusieurs cœurs, mais dans différentes puces. Et donc là, on a aussi des questions d'application multiprocessus et multithreadés. Donc là, c'est plus au niveau logiciel. Donc, on parlait de multicœur, multiprocesseur qui est plus au niveau matériel. Mais au niveau logiciel, une application qui a plusieurs processus ou plusieurs threads, comme on a vu dans le début du cours, mais ça, il y a un parallélisme implicite qui peut s'exécuter de façon pratique sur un seul cœur, donc c'est simulé comme parallélisme, ou qui peut s'exécuter, où chaque processus peut s'exécuter sur un cœur distinct. Donc là, on a un véritable parallélisme qui est possible via ça. Donc, aussi les processeurs graphiques maintenant nous permettent d'avoir un affichage avec une belle qualité au niveau du graphisme pour les jeux vidéo. Mais aussi, on peut faire du calcul sur les processeurs graphiques maintenant, faire du traitement d'algèbre linéaire, par exemple, de façon très aisée. Donc ça, c'est intéressant pour du rendu. C'est intéressant aussi pour des approches comme l'apprentissage machine, les réseaux de neurones profonds, qu'on peut entraîner avec des processeurs graphiques. Et tout ça, ben, c'est un processeur graphique implicitement, c'est une architecture fortement parallèle en termes de traitement. Donc, c'est une architecture d'ordinateur qui est particulièrement adaptée au traitement d'images et d'éléments ayant une composante 2D, 3D. Les supercalculateurs, ben là, c'est l'exemple où là, on met ensemble plusieurs nœuds de calcul. Donc, on peut penser que des nœuds sont grosso modo équivalents à un PC haut de gamme avec plusieurs processeurs, avec une mémoire, avec du stockage. Ben, ce système-là, dans un supercalculateur, c'est qu'on en a 1000 nœuds, par exemple. Donc, avec 1000 nœuds, chaque nœud possédant X processeurs avec Y cœur. Donc là, on est dans un système où le parallélisme est implicite, est explicite, à vrai dire, il est très important. On se base sur le parallélisme pour avoir une puissance de calcul significative avec ça. Donc, tous ces différents éléments-là impliquent une forme de parallélisme, ce qui est le sujet de la présentation aujourd'hui. Et l'info nuagique aussi, c'est un autre exemple où on a l'impression d'accéder à un ordinateur dans un nuage. Donc, avoir des bases en système parallèle, c'est quand même important en génie informatique. Donc, on va le couvrir en une semaine aujourd'hui. Il y a un autre cours de programmation parallèle et distribuée qui couvre ça plus en détail en termes de programmation. Je dirais que c'est quand même une notion qui est très importante au génie informatique parce que les systèmes ordinés maintenant sont très fréquemment parallèles et exigent d'en avoir des notions de parallélisme pour pouvoir être utilisés efficacement. Puis même en système embarqué, donc pour votre Raspberry Pi 0, il y a un seul cœur, mais Raspberry Pi 3 a 4 cœurs, par exemple. Et si on fait un système avec de la communication, comme on vous demande pour le laboratoire 5, ben il y a plusieurs entités qui font en sorte que le programme roule sur plusieurs nœuds de calcul. Mais même avec un Raspberry Pi avec un cœur, on fait une application multiprocessus, une application multithreadée, il y a une forme de parallélisme possible qui est importante de maîtriser. Donc, les applications parallèles sont composées de plusieurs tâches. Donc, on peut dire que chacune des tâches s'exécute de façon relativement indépendante, peut être sur un processeur distinct, sur une unité de traitement distincte. Et la grosseur de ces tâches-là peut varier. On peut avoir vraiment des tâches relativement simples, très courtes. Donc là, on a une granularité fine, alors que si on a des tâches qui prennent un certain temps, où le programme est décomposé en un petit nombre de tâches, on va dire que chacune des tâches est relativement grosse, on a une granularité plus importante, le grain est plus gros.
Donc, pour une certaine application, on peut se promener à ce niveau-là. On peut avoir vraiment un découpage parallèle grossier avec quelques grandes tâches qui font des traitements parallèles, ou on peut avoir un découpage très fin en plusieurs petits morceaux. Il y a possiblement beaucoup plus de morceaux que de processeurs disponibles, mais chaque morceau qui est une tâche est relativement petit. Donc, la décomposition peut être assez complexe. De pouvoir décomposer un système parallèle, c'est pas nécessairement aisé, ça nécessite quand même une certaine expertise pour pouvoir bien le faire. Donc, être capable d'exploiter le parallélisme, d'avoir une capacité de paralléliser une tâche, c'est important dans une application. Et donc ça, si on a un bon potentiel, ben ça devient drôlement intéressant de pouvoir bien l'exploiter pour pouvoir accélérer les traitements, par exemple. Donc les tâches, généralement, lorsqu'on parle d'une tâche, mais on découpe la notion de tâche de la notion de processus ou de thread. Dans le sens que un thread d'un processus peut faire plusieurs tâches consécutivement. Puis chaque tâche peut être, par exemple, l'exécution d'une boucle. On fait faire une boucle d'exécution où à la fin de la boucle, on va faire un yield, on va laisser la main. Donc, chaque itération de la boucle correspond à une tâche. Un peu comme on a vu dans la notion de programmation temps réel avec Linux, où là, vraiment, on avait des tâches d'une certaine durée relativement courte. Donc ici, la tâche qu'on dit qu'on veut paralléliser, elle est très similaire à la tâche qu'on faisait dans un contexte de temps réel. Et généralement, les tâches comportent des dépendances entre elles, comme on a vu dans le temps réel, à savoir que le résultat d'une tâche est nécessaire à l'exécution d'une autre tâche. Donc, une autre tâche va devoir attendre le résultat de la première pour pouvoir s'exécuter. L'ordonnancement se fait par l'ordonnanceur du système d'exploitation général. Des fois, ça peut être au niveau de l'application, on peut avoir un ordonnanceur interne qui va faire l'assignation aux différents processus, aux différents threads. Donc ça se fait à l'exécution généralement. Donc, à moins qu'on ait vraiment des codes très spécifiques qu'on peut calculer l'ordonnancement a priori, de le mettre directement dans le code, l'ordonnancement va se faire à l'exécution pour pouvoir équilibrer les charges selon les choses qu'on doit effectuer. Donc, comme élément de base, on a la question de synchronisation et de coordination. Donc, on doit pouvoir coordonner les différentes tâches par passage de messages, par mémoire partagée avec Mutex, par exemple. Et donc, ça, c'est important, puis ça dépend de l'environnement dans lequel on se trouve. Donc, si on est dans un nuage ou dans un supercalculateur, c'est pas la même chose que lorsqu'on est dans un système multicœur. Donc, dans un contexte de mémoire partagée, multicœur, multiprocesseur par exemple, là, on peut partager de l'information dans un certain espace et avoir des mutex, des sémaphores, des barrières pour synchroniser l'accès à l'espace mémoire partagée et synchroniser l'exécution des différents threads, par exemple, différents processus. Lorsqu'on est dans une machine distribuée, qui est généralement une machine plus grosse, plus vaste, comme un supercalculateur, comme le nuage, là, l'échange, on doit faire un échange explicite entre les processeurs, et donc là, il y a des passages de messages par l'interconnexion, le réseau. Communication TCP/IP peut être aussi envisagée quand on n'a pas des problèmes de latence, parce que la latence, des fois, doit être basse, et dans ce contexte-là, il faut aller vers de la réseautique spécialisée. Donc là, la mémoire est distribuée, donc on n'a pas accès de la même façon à toute la mémoire du point de vue d'un processeur. Ce qui nous intéresse aussi, des fois, c'est le temps d'exécution parallèle, à savoir combien de temps est nécessaire pour faire un certain calcul, la synchronisation, l'échange de données, il y a des temps morts aussi. Donc, l'exécution parallèle implique, oui, le traitement qu'on va diviser, qu'on va paralléliser, et également tout ce qui est nécessaire pour synchroniser ces exécutions-là parallèles, d'échanger les données. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit tenir compte pour calculer globalement le temps d'exécution d'une application parallèle. Puis bien sûr, on s'attend à ce que ça soit inférieur au temps d'exécution séquentiel. Donc, parallélisé sur plusieurs unités de traitement versus une seule unité, ça doit prendre moins de temps globalement, malgré les surcoûts qu'on peut avoir pour la synchronisation et l'échange de données. Puis aussi, on peut vouloir faire du balancement de charge, c'est la traduction française de load balancing. Lorsqu'on balance la charge, c'est qu'on va possiblement déterminer à l'exécution quelle charge va aller sur quel processeur, par exemple, et lorsque la migration est possible, possiblement migrer des tâches vers d'autres processeurs pour s'assurer que que toutes les unités travaillent en même temps et qu'on arrive au résultat rapidement, que
la tâche parallèle se complète dans des temps aussi rapides que possible. Puis, il y a moyen d'évaluer ça, donc on peut parler de l'accélération, en anglais on parle de speed up, donc c'est le ratio de la réduction des temps de traitement parallèle versus séquentiel. Donc on dit c'est quoi le temps parallèle du point de vue entre le début et la fin de la tâche qui est parallélisée sur plusieurs processeurs versus la même tâche sur un seul processeur séquentiel. Donc là on voit le ratio entre les deux, puis idéalement on aimerait que si on a n processeurs, qu'on ait une accélération de n, donc on soit n fois plus rapide qu'avec un seul processeur. Puis on a aussi l'efficience, à savoir le niveau de parallélisme atteint relativement à l'idéal. Donc l'idéal, c'est que ça soit n, lorsqu'on a n processeurs. C'est rarement le cas, sauf dans les cas, on pourrait dire, triviaux. Donc là, c'est pas tant l'exécution, excusez-moi. L'efficience, c'est souvent le niveau de parallélisme, à savoir jusqu'à quel point on peut découper ça, puis d'être pleinement parallèle, c'est-à-dire que 100% du programme se parallélise, parce que des fois, il y a des sections du code qu'on doit exécuter de façon séquentielle, qui peut se faire seulement sur un processeur, parce qu'on intègre, par exemple, l'information provenant de nos différentes tâches qui ont été faites en parallèle vers un résultat intégré. Dans les approches de base, si on va vraiment à bas niveau, il y a du parallélisme qui est possible au niveau du matériel, juste au niveau des bits, dans le sens que la taille d'un mot, donc le mot c'est vraiment l'unité, le bloc traité par un processeur. Les processeurs dans les années 70 c'était du 4 bits, donc on traitait ça à coup de 4 bits. On est monté à 8 bits, 16 bits, 32, 64. Donc maintenant, depuis les années 90, on est à 64 bits. Mais en termes de taille de mots, c'est suffisant. Là, l'avantage d'aller à 128 bits ou 256 est pas là, sauf si ce n'est que d'avoir des modèles vectoriels d'exécution, qui est autre chose. Donc ça, on a obtenu un certain parallélisme au niveau des bits, qui va faire des gains à ce moment-là. Donc, comme on dit, 64 bits, c'est suffisant pour les nombres à virgule flottante, pour adresser la mémoire. Donc, il n'y a pas d'intérêt d'aller plus loin. Après ça, il y a eu la mise en pipeline. Donc, l'idée, c'est de diviser les instructions machine. Donc, une instruction machine peut se faire sur plusieurs étapes. Donc, on va pas prendre un cycle d'horloge pour une instruction, on va prendre plusieurs cycles d'horloge, mais l'idée, c'est qu'il y a une instruction qui est lancée à chaque cycle. Donc, typiquement, un découpage de base là, qui est classique, entre autres avec les architectures standard RISC, c'est d'avoir un découpage lecture, décodage, exécution, écriture. Donc, maintenant, on fait avec beaucoup plus d'étapes, mais le partitionnement d'origine se résumait à ça. Donc, un exemple ici, c'est de dire qu'on a un pipeline. Donc, dans le temps ici, on voit que le temps avance. Donc, à chaque itération, à chaque pas de temps, on a ici, je reviens, excusez-moi. Donc, on a ici une étape, deux étapes, trois étapes. Donc, il y a trois instructions qui sont lancées à chaque coup d'horloge, à T1, T2, T3. Et donc, on va lancer une instruction à chaque fois, mais les instructions vont être en attente d'un certain temps, puis après ça, on va avoir vraiment la chaîne lecture, décodage, exécution, écriture. Fait qu'on peut voir ici qu'il y a un certain temps de lancement ici. Après ça, on a la lecture au temps 1, décodage, exécution, écriture. On pourrait le voir comme ça, par exemple. Donc, ça prend 5 cycles d'horloge pour compléter l'exécution d'une instruction, mais ça se fait en parallèle avec 5 instructions de large, possiblement, chacune à différentes étapes du pipeline. Et donc, l'idée, c'est qu'on réussit donc à sortir l'équivalent d'une instruction par cycle d'horloge. Puis l'intérêt de procéder de cette façon-là, c'est vraiment de dire que globalement, on a une capacité d'aller jusqu'à une instruction par cycle d'horloge. Puis pour avoir des horloges qui roulent dans le gigahertz, mais il faut avoir ce modèle-là parce que sinon, on n'est jamais capable de monter à des fréquences aussi élevées avec des grosses instructions. Il faut vraiment avoir des instructions qui sont décomposables en étapes relativement petites pour s'assurer qu'on puisse aller très rapidement en termes d'horloge. Et donc, sans dépendance entre les données, sans avoir d'instructions qui dépendent du résultat d'autres instructions, on est capable d'avoir autant de parallélisme qu'on a d'étages. Avec 5 étages, on peut avoir 5 instructions exécutées en parallèle, ce qui est quand même très intéressant. Lorsqu'une instruction dépend du résultat d'une autre, puis qui se suivent l'une de l'autre, on va bloquer le pipeline, on ne sera pas capable d'être aussi parallèle parce que avant de pouvoir exécuter la deuxième instruction, il faut s'assurer que le résultat de la première soit disponible. Ce qu'on peut vouloir faire comme parallélisme aussi, c'est d'aller avec plus d'unités fonctionnelles, d'avoir
plusieurs ALU, plusieurs unités à point flottant, plusieurs unités d'écriture-lecture qui travaillent en parallèle. Donc ça se fait à l'intérieur des processeurs. Et donc là, ça permet d'avoir des lancements multiples, d'être capable de lancer plusieurs instructions par cycle d'horloge, par exemple, puis de faire l'exécution dans le désordre, à savoir que oui, l'instruction au temps t plus 1 dépend du résultat au temps t, mais l'instruction au temps t plus 2, t plus 3, elles ne dépendent pas de l'instruction au temps t, et donc pourrait être fait très rapidement, puis l'instruction au temps t plus 1 qui dépend de t, elle va être mise en attente, puis va être lancée au moment que le résultat de t va être disponible. Donc on va faire ça en désordre, se disant que les instructions au temps t plus 2 plus 3 ne dépendent pas de t et de t plus 1. Donc ça va pas changer la rectitude du programme. Le programme va toujours être fidèle à ce qui doit être fait, malgré le fait que les instructions machine, elles ne respecteront pas exactement l'ordre d'exécution. Donc ça, tout ça est fait au niveau matériel. Donc c'est dans l'ordinateur, dans la puce que c'est fait. C'est pas visible au niveau de la programmation, le programmeur au niveau logiciel dans le code C. Donc c'est intéressant parce que là, c'est pas, on ne met pas un poids sur le dos des programmeurs pour pouvoir paralléliser leur programme dans ce sens-là. En termes de conception de microprocesseur, ben, ça rend les choses beaucoup plus complexes. Le microprocesseur est beaucoup plus élaboré parce que là, il y a plusieurs unités fonctionnelles, il y a des pipelines, il y a une exécution dans le désordre. Ça rend vraiment la chose assez complexe. Puis ceux qui ont fait le cours architecture des microprocesseurs, là, GIF 3000 l'ont bien vu là, avec toute la mécanique possible qui est implémentée dans les microprocesseurs modernes. Mais ça amène les pipelines à un niveau supérieur, ça fait en sorte qu'on gère mieux les dépendances des données, puis on peut faire du lancement multiple, donc on est encore plus parallèle. Puis l'élément limitatif vraiment à ce niveau-là, c'est vraiment au niveau des branchements conditionnels, à savoir que s'il y a une condition à vérifier, un si c'est vrai, on fait un certain code, sinon on va ailleurs dans le code, ben en termes d'instruction machine, mais là c'est quand même important comme vérification, parce qu'on peut pas lancer des instructions qu'on n'est pas certain d'exécuter, du moins dans le modèle par défaut. À moins de faire l'exécution spéculative où on va spéculer, on va commencer à exécuter des choses, mais qu'on va retirer s'il s'avère que la condition n'était pas respectée. Donc, ça limite le parallélisme à ce niveau-là. Donc, un autre élément de parallélisme, c'est au niveau des processus, incluant les threads, de faire une application multiprocessus, multithreadée. Donc là, contrairement à l'approche avec les unités fonctionnelles où c'était dans le matériel, c'était pas visible aux développeurs directement, on peut aller vers vraiment qu'une application au niveau logiciel, on a séparé notre programme en plusieurs tâches, en plusieurs processus, en plusieurs threads. Donc là, on va exploiter le parallélisme en termes de l'organisation de l'application. Puis là, on va avoir plusieurs flux de contrôle, plusieurs fils d'exécution. Donc, ces fils-là vont s'exécuter en parallèle. Il va y avoir de l'échange d'informations par mémoire partagée, par exemple, entre les processus, entre les threads. Mais chacun des processus, chacun des fils d'exécution peut être mis sur un processeur différent. Et donc là, le parallélisme se fait bien pour exploiter une machine multicœur avec ce genre d'approche-là. Cependant, là, la complexité qu'on avait dans le matériel, qui est quand même assez élevée, mais une fois que c'est réglé, une fois qu'un processeur est bien conçu, c'est fait, c'est disponible, on transfère ça sur le dos du développeur logiciel qui doit, lui ou elle, prévoir que son architecture soit parallélisée, soit découpée en plusieurs fils d'exécution. Puis ça, ben, c'est plus complexe que faire une seule application séquentielle avec un seul fil. Donc la programmation d'applications multiprocessus ou multithreadées est plus complexe. Vous le savez, vous en avez fait dans les laboratoires, puis c'est quand même un niveau de complexité augmenté par rapport au code base. Mais ça, avec les progrès de la loi de Moore, avec le fait qu'on a des processeurs multicœurs, c'est nécessaire si on veut bien exploiter nos capacités de traitement. Il y a une taxonomie classique pour présenter les différentes architectures d'ordinateurs qu'on appelle la taxonomie de Flynn. Vous l'avez probablement vu dans d'autres cours, mais j'y reviens parce que c'est quand même un classique, une façon vraiment standard de caractériser les architectures. Donc, entre autres, il y a le modèle SISD, donc Single Instruction, Single Data. L'idée, c'est vraiment le modèle de base. On a une unité de traitement, on a un programme et un espace mémoire. Donc, on a vraiment une unité de traitement avec un programme qui est le Single Instruction, puis
un espace mémoire, donc avec des données. Donc ça, c'est quand même le modèle comme votre Raspberry Pi 0, à savoir que il y a un programme qui roule sur un processeur avec un espace mémoire. Donc ça correspond à l'ordinateur séquentiel classique. Il y aurait le modèle MISD, là, Multiple Instruction Single Data. Donc ça, c'est plusieurs programmes qui traitent les mêmes données. Il n'y a pas d'ordinateur commercial qui existe, donc c'est un peu abstrait, là. Ça permet de s'assurer qu'on est orthogonal par rapport à toutes les combinaisons possibles, mais en pratique, ça fait pas trop de sens. Sinon, il y a le modèle SIMD, Single Instruction Multiple Data, où là, on a plusieurs unités de traitement qui ont accès chacun à des données distinctes. Donc, on a le même programme, mais qui traite des données différentes. Donc, ça, c'est un modèle qui est intéressant dans certains cas, parce que là, on utilise des instructions spéciales pour lire et écrire les données selon ce modèle-là. Donc, c'est pas des lectures-écritures standards, c'est des lectures-écritures assez particulières pour s'assurer que chacun des ensembles de données soit traité correctement. Donc, les mêmes instructions sont exécutées en parallèle pour les jeux de données différents. En pratique, c'est utilisé entre autres dans les extensions multimédia des processeurs, là. Donc, tout ce qui est processeur récent a entre autres des éléments vectoriels où là, on peut avoir plusieurs données mises dans des gros registres, des registres vectoriels qui comprennent donc plusieurs mots. Sur les GPU, c'est le cas aussi. Les GPU ont des images, donc des images, les traitements peuvent être localisés pour faire du rendu graphique, là. Donc, ça, c'est intéressant, ça se prête très bien au SIMD. Puis plus encore, comme je disais, on peut faire du calcul sur des GPU. Dans ce contexte-là, c'est qu'on a des matrices, puis les matrices, on les découpe des tenseurs. Par exemple, des matrices à plusieurs dimensions, pas seulement en 2D. On va découper notre tenseur en morceaux qui peut être exécuté en parallèle sur un GPU. Finalement, le modèle MIMD, le Multiple Instruction Multiple Data, c'est qu'on a plusieurs unités de traitement ayant chacune des données distinctes. Donc, chaque unité de traitement traite des données différentes. Donc ça fonctionne de façon asynchrone, tout est indépendant, avec une synchronisation par passage de messages. Les systèmes courants, c'est des systèmes multicœurs et multiprocesseurs, ou un supercalculateur, donc ça correspond à ce qu'on a en termes de modèle MIMD.